Dear Valid people. Valid People. Bonjour et bienvenue dans cette émission de Dear Valid People, l'émission qui parle de handicap sans tabou. Alors, je suis Camille Carneguez et je suis de retour au studio de Radio FM+, dans leurs nouveaux locaux où je n'avais pas encore eu la chance de venir. Donc, merci à eux de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de mes invités. Mathéis Gardenier, bonjour. Bonjour. Justine Rieu, bonjour. Bonjour. Et Maggie Gay, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent et présente avec moi aujourd'hui. Donc là, c'est une émission un peu particulière. On n'enregistre pas les conférences à la Gazette Café comme on le fait habituellement. Mais là, on est sur une émission qui va traiter des recherches de l'Observatoire des discriminations et de la ville de Montpellier qui sont faites concernant les discriminations qui sont subies par des personnes en situation de handicap dans les quartiers politiques de la ville. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu tout cela. Vous avez travaillé et examiné toutes ces recherches qui vont dans ces dynamiques. Donc déjà, peut-être dans un premier temps, Mathéis, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'Observatoire des discriminations ? Alors moi je suis chercheur en sociologie, docteur en sociologie, je suis coordinateur de cet observatoire. Et l'observatoire, c'est un projet en fait qui associe la direction de la cohésion de la ville de Montpellier et le laboratoire de sociologie de l'université Paul Valéry de Montpellier, le LERIS. Et l'objectif de cet observatoire, c'est à la fois de produire des recherches qui sont localisées, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses sur les discriminations, c'est un sujet, il y a beaucoup de recherches, mais on s'est rendu compte qu'à Montpellier, qu'est-ce qui se passe exactement ? Ben là, il y avait un certain manque, et il fallait faire des recherches à ce niveau-là. Qu'à partir de ces recherches, il y a un appui à des politiques publiques locales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on identifie des discriminations, l'idée c'est aussi qu'il se passe quelque chose derrière. L'idée, c'est aussi de sensibiliser le public à ces discriminations, que les personnes, on en parle beaucoup de discrimination, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément conscience de comment ça se passe exactement, etc. Et aussi de se poser la question, de faire une veille sur ce qui est inspirant dans d'autres villes, dans d'autres pays, qu'est-ce qui fonctionne pour la lutte contre les discriminations. Donc ça, c'est un peu l'objectif. L'observatoire, on l'a créé dès fin 2021, début 2022, donc ça fait déjà 1 an et demi. Et on a des thématiques, on va dire que des thématiques qui sont, on avait déjà mené des recherches aussi avant, et on a des thématiques qui sont celles qu'on a identifiées comme là où il faut agir le plus, il faut rechercher le plus. Et on travaille sur les discriminations subies par les familles monoparentales, sur la dématérialisation du service public qui n'est pas une discrimination, mais qui a des effets discriminants. Oui. On travaille sur les effets ségrégatifs dans le champ du logement. On travaille aussi sur les discriminations subies par les femmes et les jeunes diplômés dans l'accès à l'emploi et à la formation. Et ce qui nous amène ici aujourd'hui sur les discriminations subies par les personnes en situation de handicap dans les QPV ou quartiers politiques de la ville. Voilà. Ok, alors parfait. Avant de définir un petit peu ces termes et de quoi on va parler exactement, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux, Justine, dans un premier temps ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Justine Rieu et donc cette année, j'ai été stagiaire à l'Observatoire des discriminations dans le cadre de mon master en sociologie et je me suis penchée sur les questions de handicap et des discriminations des personnes en situation de handicap et j'ai rédigé mon mémoire sur les enfants en situation de handicap et sur les discriminations qu'ils avaient, notamment pour l'accès à l'éducation et au milieu scolaire. Voilà. Merci. Alors, moi, c'est Gaye Maggie. Je suis étudiante en master de sociologie à l'université Paul Valéry et également stagiaire à l'Observatoire des discriminations de Montpellier. Et j'ai travaillé cette année sur les discriminations à l'emploi des jeunes dans les QPV, les jeunes diplômés. Donc voilà, et mon sujet de mémoire a porté sur le même thème. Ok, parfait.
Merci beaucoup. Vous pourrez évidemment intervenir au moment voulu pour éclairer les propos qu'on donnera, qu'on dira. Alors, pour revenir sur l'Observatoire des discriminations et en l'occurrence le sujet qui nous intéresse, on parle donc de personnes en situation de handicap dans les QPV, quartiers politiques de la ville. Donc, qui sont ces personnes en situation de handicap? De qui on parle? De qui il s'agit? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une notification de reconnaissance de personnes en situation de handicap, une notification MDPH, ou alors est-ce que ce sont des personnes qui se définissent elles-mêmes comme handicapées? Voilà. De qui on parle? Alors, merci pour cette question. Eh bien, en fait, ce qui a un peu donné le départ de cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les quartiers, il y avait une surreprésentation des personnes qui étaient titulaires à la fois de l'AEH, donc l'allocation enfants handicapés, et l'AH. Et là, je vais vous donner les chiffres récents qu'on a eu grâce aux travaux de Maggie qui a un peu dépouillé les derniers diagnostics politiques de la ville. Donc, si on prend la ville de Montpellier, donc parmi les personnes qui ont entre 15 et 64 ans, on a 5,8% de la population qui a l'AH, donc ce qui est loin d'être négligeable. Mais si vous prenez les quartiers politiques de la ville, donc peut-être là c'est intéressant de définir aussi qu'est-ce que c'est un quartier politique de la ville. Donc c'est des quartiers où il y a un taux de pauvreté qui est beaucoup plus élevé que dans le reste de l'espace urbain, et où vont aussi souvent il va y avoir des grands ensembles ou des copropriétés dégradées, et donc des quartiers un peu particuliers, quartiers aussi qui se sont soulevés récemment suite aux événements. On en compte combien à Montpellier? Il y a 12 QPV à Montpellier. Voilà, donc les plus gros, c'est ceux qui regroupent la plus grosse partie de la population en QPV, c'est Mosson. Mosson, il y a près de 20 000 habitants, donc c'est quasiment une ville. Oui. Cévennes, Petit Bar, Pergola, qui je crois qu'ils comptent 60% de la population en QPV. Et après, il y en a des plus petits comme Aiglon, Figrolles, Gély, Le Maçon, Pas-du-Loup, Val-de-Croze, près d'Arène, et Verbois aussi, qui a un QPV plus particulier. Ok. Et dans ces quartiers, par exemple, vous prenez Aiglon, alors qu'à Montpellier, on a 5,8% de personnes dans la population active qui ont la H. On est à 12,7 à Aiglon, 8% aux Cévennes. Figrolles, c'est plus proche de la moyenne de la ville, 6,7%. Gély, 32%. Le Maçon, 13%. Mosson, 16%. Bon, je vais pas tous les faire, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment une surreprésentation, en fait, de personnes qui ont la H. C'est pareil pour l'AEH. Et on avait calculé que, en règle générale, en France, il y a 1,6 fois plus d'allocataires de l'AH dans les QPV que hors QPV. Ok. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, on comprend pourquoi, il faut étayer les recherches dans ce sens et dans ces thématiques. Est-ce que, avant d'aller un petit peu plus en profondeur sur les sujets, les thématiques qui ont été traitées justement, de quelle méthodologie on parle en ce qui concerne les recherches et qu'on trouve par rapport à l'Observatoire des discriminations? Alors nous, on a adopté une méthodologie, on va dire, qui est un peu à la mode en sciences sociales, en sociologie, ce qu'on appelle des méthodes mixtes. C'est-à-dire qu'on associe à la fois des recherches, on va dire quantitatives, c'est-à-dire que en fait, il y a toute une série d'institutions, notamment la CAF, l'INSEE, mais aussi la ville, par le biais de diverses analyses qui sont les ABS, les diagnostics politiques de la ville, qui produisent tout un tas de données chiffrées. Et ces données chiffrées nous permettent de savoir un peu qui sont les populations, et les indicateurs qui aussi permettent de voir qu'il y a des surreprésentations de certaines populations dans certaines situations de précarité, de difficulté, etc. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a un peu... après, on va aussi voir tous les rapports qui se font, ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire des choses qui sortent pas forcément dans des articles de journaux ou des publications scientifiques, mais des rapports institutionnels, etc., où il y a des choses qui sont très intéressantes. Une fois qu'on a vu un peu tout ça, là, on passe dans la partie qui est plutôt ce qu'on appelle l'enquête qualitative, où là, on utilise principalement ce qu'on appelle l'entretien semi-directif, c'est-à-dire qu'on identifie des interlocuteurs clés,
que ça soit à la fois des personnes d'institutions, que ça soit des personnes d'associations de personnes concernées, que ça soit des travailleurs du social, et on essaye ou des travailleuses, et on essaye à partir de ça, d'identifier un peu les personnes qu'il faut aller voir, et à partir de là, on fait des entretiens, donc semi-directifs. Je vous passe la méthodologie de l'entretien semi-directif, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment le point de vue, la subjectivité et la compréhension des problèmes que vont avoir toutes ces personnes clés. Voilà, ça c'est la méthode qu'on emploie. Ok, on aura des retours un petit peu sur témoignages que tu nous liras, Justine, par rapport aux thématiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet en présentant des premiers grands sujets, des premières grandes thématiques. On va traiter toutes ces discriminations subies par les personnes en situation de handicap dans les QPV à travers 5 grands sujets, donc qui sont l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au logement et l'accès aux droits de manière un petit peu générale, avec l'accessibilité notamment des établissements recevant du public. Alors, le premier grand axe, c'est celui, évidemment, de l'accès à l'emploi. Bon, l'accès à l'éducation dans un premier temps, mais on va commencer par l'accès à l'emploi. Qu'est-ce qui se présente auprès des personnes en situation de handicap dans les QPV concernant l'accès à l'emploi? Eh bien, tout d'abord, je pense que l'accès à l'emploi, il faut savoir que les personnes en situation de handicap connaissent un taux de chômage qui est bien plus important que le reste de la population. Donc en 2019, c'était le double pour les personnes qui sont BO, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc qui correspond plus ou moins aux personnes en situation de handicap qui ont... Enfin après, il y a des indicateurs qui changent un peu, mais à grands traits, c'est ça. Et ce taux de chômage beaucoup plus élevé, il s'explique à la fois par un niveau de formation qui va être différent. Donc là, je pense qu'il y a aussi question de discrimination, mais surtout par le fait que il y a toute une série d'employeurs, et heureusement pas tous les employeurs, mais il y a toute une série d'employeurs qui vont malheureusement mettre de côté les candidatures, les profils de personnes en situation de handicap parce que ils pensent que c'est trop compliqué pour inclure les personnes dans l'environnement de travail, que c'est des personnes qui sont moins productives, où il va aussi y avoir du rejet, de la peur, et ça va causer, ça c'est quelque chose qui est général, mais oui. Oui, non. Et à l'inverse, il y a toute cette forme aussi de discrimination positive, où là, de par le fait qu'il y ait une obligation d'emploi de 6%, dans toute structure où il y a plus de 20 salariés, je crois, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la discrimination positive, et je pense que tu vas peut-être nous lire un témoignage qui est assez pertinent dans ce sens. Oui. Donc en effet, c'est une responsable des ressources humaines qui à l'époque de l'entretien faisait une thèse en gestion sur l'inclusion et qui nous dit, je cite, les quotas n'ont jamais fait changer les entreprises, les quotas n'ont pas été aidants, les 6% n'ont pas été atteints, la réalité est plus souvent à 2 ou 3%, ou alors de la sous-traitance à des ESAT, donc ce sont les établissements et services d'aide par le travail, ou des entreprises adaptées. Je ne parle pas des grandes entreprises avec des belles plaquettes RSE, toutes habilitées normes ISO 26000, mais voilà, ils font de la sous-traitance comme Airbus, on joue le jeu, mais on n'embauche pas. C'est une manière de se dédouaner sans inclure les personnes en situation de handicap. On les laisse à la périphérie, même avec les quotas qui sont une forme de discrimination positive, on ne se remet pas en question. Pour moi, l'inclusion réelle, c'est changer le rapport à l'altérité. Voilà, ça en dit long. C'est assez parlant. Donc comment est-ce que on agit face à ça? Est-ce qu'il y a des solutions, des préconisations éventuelles? Comment est-ce qu'on arrive à inverser finalement la tendance et à redynamiser aussi la travailleur, travailleuse? En fait, l'idée de la situation de handicap, certes, elle permet de cibler quelque chose, mais l'idée c'est de voir aussi plus loin et de voir la personne avec des compétences à part entière, au-delà de la situation de handicap. Alors, en 2020, on avait identifié qu'en fait, il y avait des actions QPV qui visaient les demandeurs d'emploi en QPV et qu'il y avait quand même des actions très conséquentes en termes d'emploi, d'actions pour l'emploi des personnes en situation de handicap, mais que ça se recroisait pas. Ça, c'est ce qu'on avait identifié en 2020. Mais depuis, il y a eu une action qui s'est développée, qui est portée par l'APSH 34, Capacité et APS 34, qui, elle, essaye de recroiser, en fait, c'est une action qui s'appelle le Club Motive Action, donc qui accompagne un volet assez conséquent de personnes, qui, par exemple, depuis son lancement en 21,
a accompagné 385 personnes. Et l'objectif, c'est de cibler des personnes qui ont à la fois une problématique, on va dire, liée à une situation de santé, avec ou sans reconnaissance de situation de handicap, et le fait d'avoir d'autres freins et de résider donc dans des zones, soit dans des zones rurales, soit en QPV, et avec toute une action, on va dire, ce qu'on dans le travail social maintenant on appelle une approche globale, afin de permettre aux personnes de rentrer de manière durable dans l'emploi. Donc ça, c'est une action. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une action qui intègre aussi une dimension de recherche. C'est-à-dire que en même temps que l'action est déployée, il y a aussi de diverses actions qui sont entreprises pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, la subjectivité des personnes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ok. Et puis de vraiment aussi spécifier sur les compétences aussi du travailleur, de la travailleuse à part entière, encore une fois, plutôt que le statut. Est-ce que peut-être tu peux nous lire un autre témoignage concernant ces spécifications sur les compétences en tant que telles, plutôt qu'autre chose? Alors oui, donc c'est une conseillère en insertion qui nous explique que on lui a déjà dit, un employeur lui a déjà dit, je vais payer 15 000 € à la GFIP parce que je n'ai pas de travailleurs handicapés, donc il m'en faut un. Donc la personne, la conseillère en insertion nous explique que ils expliquent d'abord à l'employeur qu'on ne recrute pas une plante verte, ce n'est pas un travailleur handicapé que l'on va recruter, mais c'est un salarié. Donc il faut qu'il y ait des besoins, il faut qu'il y ait des compétences, il faut qu'on identifie le poste, et là parfois la peur est là parce qu'on ne sait pas. Voilà ce qu'elle nous dit. Merci. Alors la GFIP, juste rappelons, je ne sais pas si on l'a identifié, mais donc c'est l'association des gestions de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, donc dans le secteur privé, et c'est le FIPHFP pour le public. Ok, je vous propose de passer à la deuxième, donc qui est celui de l'accès à l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'accès à l'éducation pour les personnes en situation de handicap dans les QPV? Mathéis. Alors, que ce soit dans les QPV, pareil, c'est une situation qui est peut-être particulièrement accentuée dans les QPV, mais elle ne s'y limite pas. Hein. C'est qu'il y a, on va dire, un manque de place et de possibilité d'un accueil adapté. C'est-à-dire que je crois que les places dans les différents dispositifs adaptés, que ce soit les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les IME, instituts médico-éducatifs, les CESAD, services d'éducation spéciale et de soins à domicile, il y a un nombre de places qui a pas évolué depuis les années 90, mais il y a une demande qui a explosé du fait de l'augmentation de la population. Et après, il y a des dispositifs qui sont au sein de l'éducation nationale. Donc là, on peut parler des ULIS, des unités localisées pour l'inclusion scolaire, et aussi des AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et en réalité, il y a une pénurie généralisée de places, ce qui fait que on a identifié le fait qu'il y ait une espèce de, on va dire, de situation en cascade, c'est-à-dire que des personnes qui devraient être, qui ont des situations où la notification va être d'aller dans un dispositif adapté, vont se retrouver dans le dispositif scolaire général, mais en réalité, les moyens mis dans le dispositif scolaire général ne seront pas appropriés à l'accueil des personnes. Ouais. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Ouais. Et c'est ça. Et après, du coup, donc les personnes, après pour schématiser, les personnes qui devraient être entre guillemets dans les instituts sont en ULIS. Les personnes qui devaient être en ULIS sont suivies par des personnes qui ont des AESH. Et en réalité, il y a un besoin d'accompagnement qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas satisfait. Et je pense que c'est de la souffrance pour les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, les personnes qui travaillent dans les instituts, mais c'est aussi une énorme souffrance pour les personnes en situation de handicap. C'est une énorme souffrance
pour les parents, et ça résulte aussi dans des parcours scolaires complexes, des parcours scolaires hachés, et on parlait d'un plus faible niveau de formation qui résulte aussi de cette situation. Voilà. Oui, alors justement, concernant le parcours du combattant, tu as un témoignage peut-être à nous livrer, Justine. Oui, donc c'est une personne qui est très active dans le champ de l'éducation des enfants, qui nous livre que je confirme que le parcours des enfants reste le parcours du combattant à tous les niveaux, que ce soit pour reconnaître le handicap, mais ensuite pour avoir une place dans les ULIS, une fois en classe pour avoir une vraie prise en compte des besoins de l'enfant. Ok. Donc il résulte quand même que dans ce parcours du combattant et toute cette ce schéma un peu en cascade dont tu nous as parlé, Mathéis, la finalité c'est qu'à chaque rentrée il y a encore des enfants qui ne sont pas scolarisés dans tout dans tout domaine, dans tout établissement, et voilà, ça reste une problématique globale et un champ qui traite au niveau national, quoi. En parallèle de ça, il y a des lieux et des endroits dans lesquels la maltraitance est presque de fait. Donc, est-ce que tu peux nous livrer l'autre témoignage que tu as eu ? Oui, alors on nous a dit, je cite, la maltraitance, le harcèlement, ça c'est tous les jours, mais elle est autant entre les élèves que de la part de certains enseignants, dans leurs gestes, leur attitude, leur façon de faire. De toute façon, les enfants, tous les jours, de par l'attitude ou le regard de l'enseignant ou des élèves, on leur rappelle toujours qu'ils sont différents. Voilà. Ok, ça en dit long sur ce qu'il en est. En termes de préconisation, comment est-ce qu'on se situe ? Est-ce que on a des angles un petit peu de réflexion sur lesquels on doit aller ? Parce que bon, là, on parle aussi du schéma de l'image Montpellier et du local, mais on est bien d'accord que là, l'éducation, elle touche de manière plus globale et nationale. Qu'est-ce qu'il en est en termes de préconisation ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'au niveau local, le taux d'équipement en établissement et services pour les jeunes en situation de handicap dans l'Hérault, c'est un des plus faibles de la région d'Occitanie. Donc là, c'est, je pense, la préconisation. Et je pense que les pouvoirs publics en ont conscience. C'est l'augmentation des places. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a une dimension qui est aussi d'offrir des formations aux enseignants. C'est-à-dire que les enseignants, avec l'inclusion scolaire, se sont retrouvés aussi avec cette situation à laquelle ils n'étaient pas nécessairement formés. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité, je pense, d'agir là-dessus. Et aussi, à mon avis, il serait nécessaire d'avoir des données territorialisées, chiffrées, pour croiser situation de handicap, résidence en QPV, parce que étant donné que comme il y a une beaucoup plus grande prégnance des situations de handicap dans les QPV, y compris au niveau des enfants qui ont l'AEH, et c'est par ailleurs avec les résultats de l'observatoire montré que les personnes n'étaient pas forcément plus dans les associations, plus suivies dans les QPV, d'avoir plus de visibilité, parce que ces données à l'heure d'aujourd'hui elles n'existent pas encore, de savoir exactement, de recroiser données QPV et les situations de handicap des différents enfants afin de parvenir à avoir une meilleure appréciation des besoins qui ensuite permet d'y répondre. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ok, merci. Est-ce qu'on passe à la prochaine thématique, donc qu'il s'agit du parcours de soins, de l'accès aux soins de manière un petit peu globale. Qu'est-ce qu'il en est sur le territoire montpelliérain et en l'occurrence sur les personnes en situation de handicap dans les QPV? Alors donc dans les QPV, c'est l'accès aux soins qui est moins bon de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez paradoxal, parce que Montpellier, c'est très loin d'être un désert médical. On n'est pas dans certaines zones rurales où il faut attendre tant de temps pour voir un spécialiste, ou faire tant de kilomètres, etc. Mais même si l'offre de soins est de qualité, elle est parfois inégalement répartie. Et surtout, elle n'empêche pas un très important non-recours au droit dans le domaine de la santé dans les QPV de Montpellier. Donc, qu'est-ce que c'est le non-recours au droit ? Le non-recours au droit, c'est le fait d'avoir droit à quelque chose, droit à une prestation. Donc, on peut parler de la CMU maintenant, qui est devenue la C2S, c'est-à-dire la couverture d'assurance maladie universelle pour les gens qui ont des faibles revenus. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir tout en tiers payant, et ce qui est vraiment très pratique quand on a des faibles revenus. En fait, il y a énormément de personnes qui n'y ont pas recours alors qu'elles y ont droit.
quels sont les facteurs de ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un manque d'accès à l'information? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, la première, c'est la dématérialisation de l'accès aux soins. C'est-à-dire que quand on n'est pas en capacité pour diverses raisons, d'accéder au numérique, que ce soit l'équipement, la connaissance de la langue, etc., c'est très difficile. Il y a aussi le manque de connaissance des dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité informationnelle qui existe entre les différents espaces de la ville. Et là, il y a des chiffres, par exemple, qui viennent du diagnostic de territoire santé. Le diagnostic de territoire santé dit que le problème du non-recours au droit, c'est pas tant à Montpellier, le manque d'infrastructures que le manque de connaissances. Et 67% des personnes interrogées ont déjà renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois, donc c'est pas négligeable. Et c'est tout particulièrement prégnant, important dans les QPV. Et ça fait aussi que les situations de handicap dans les QPV sont détectées moins souvent, plus tardivement. Et elles vont souvent, quand il y a une nécessité de suivi médical, avoir un traitement, un suivi qui va être de moins bonne qualité, et ça va aussi affecter la qualité de vie des habitantes, des habitants des QPV. Ok. Alors, malgré tout, il ne se passe pas rien à la ville de Montpellier, et notamment le service de la cohésion sociale. L'accès, la prévention, promotion et prévention de la santé, elle est prégnante, elle est assez active, et notamment par la création, la mise en place du contrat local de santé, du CLS, et ensuite CLSM, contrat local de santé mentale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà effectivement il y a eu cette prise de conscience du non-recours aux soins, et qu'il y a toute une série d'actions coordonnées. Notamment, il y a aussi l'idée d'ouvrir des centres d'examen et de santé CPM dans les QPV, de soutenir aussi des structures de soins coordonnés. Il y a aussi qui est en train d'être mis en place un plan d'action contre le non-recours au droit et de soutien à l'accès au numérique, parce que c'est des dimensions qui vont ensemble. Mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose où il y a de réelles difficultés. Il y a vraiment l'importance d'avoir ces actions qui soient mises en œuvre. Et il me semble que c'est aussi quelque chose qui est particulièrement prégnant sur la question de la santé mentale, ou l'importance du CLSM. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la santé mentale, notamment en termes de chiffres? Donc je vois 53,4% des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ont des difficultés à accéder aux soins, donc avec la source DTS 2021. Et que souvent les déviances, les actes de violence des personnes en situation de handicap psychique, elles peuvent subir une réponse pénale plutôt que sanitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces chiffres et cet état de lieu? Ouais, ça va. Enfin, là, je vais revenir un peu en arrière. C'est en sociologie, il y a une théorie qui est la théorie de la sécurisation, c'est-à-dire que de nos jours, on est de plus en plus préoccupé par la sécurité. Et quand il va y avoir une problématique, on a de plus en plus tendance à la traiter comme un problème sécuritaire. Et ça, dans la question du handicap psychique, ça s'applique tout particulièrement, c'est-à-dire que bien souvent, et malheureusement, il y a eu quand même un certain recul de l'accès aux soins, du soin psychique, du soin psychiatrique. Et du coup, les personnes ayant relativement peu accès, surtout les personnes qui sont pas dans un parcours de soins, un parcours de suivi, vont se retrouver des fois avec certaines pathologies qui vont faire qu'il va y avoir des situations de tension, qu'on appelle des déviances des actes, qui vont pas forcément être légaux, et qui en réalité ça va être les forces de l'ordre qui vont intervenir. Et la réponse sera pénale, c'est-à-dire qu'il va y avoir potentiellement une incarcération ou une condamnation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater. Là, on a des chiffres, si je dis pas de bêtises, où on voyait que la plupart des hospitalisations d'office, c'est-à-dire où c'est le préfet qui décide d'eux, elle se passe pas au tribunal, c'est-à-dire c'est pas quand la personne arrive au tribunal qu'elle va être hospitalisée d'office dans l'Hérault, c'est une fois qu'elle est incarcérée, là en prison, on se rend compte que cette personne elle devrait pas être incarcérée parce qu'elle est en situation de crise liée à sa santé mentale, et la personne est hospitalisée à l'hôpital à partir du moment où elle arrive en prison. Mais en réalité, il y a cette absence d'identification.
et qui à notre sens constitue là encore par ce manque de soins, ce manque d'accès aux soins qui constitue aussi une discrimination. Et le fait d'arriver en prison plutôt que d'avoir un soin, ça va aussi avoir un impact sur les personnes. Et on s'en est là c'est pas quelque chose qu'on a encore écrit, mais on a fait un entretien avec Justine dans une structure qui s'occupe du logement des personnes qui ont un problème psy. La plupart elles sont passées par la prison. Ça s'est mal passé en prison et après elles trouvent un logement, on essaye de raccrocher les wagons, etc. Mais c'est une situation qui pourrait être évitée s'il y avait pas un traitement sécuritaire, on va dire. D'accord. Justine, est-ce que tu peux nous lire le témoignage sur donc les discriminations spécifiques là au handicap psychique, qui est assez C'est parlant. assez parlant, assez prenant. Oui, donc ce sont les mots d'une responsable associative qui nous dit « Le seul traitement, c'est une arrestation suivie d'une injonction de soins, avec la piqûre obligatoire de neuroleptiques, et ce n'est pas accepté. La maladie n'est pas acceptée et la piqûre pousse à la paranoïa. C'est l'État qui veut me faire ça, je suis sur écoute. Il n'y a absolument pas de démarche de soins. Un jeune, dans ce cas, a beaucoup bu, pété des plombs, eu des problèmes de violence, a été incarcéré et ensuite décompensé en prison où il a vécu beaucoup de traumatismes. Il est finalement parti en psychiatrie au bout de 6 mois en prison, après avoir vécu beaucoup de violence. C'est aussi le cas dans le quartier Croix d'Argent où 3 jeunes suivis sont dans ce cas de figure. Un a été incarcéré et maintenant il serait inatteignable par les éducateurs. On ne peut plus rien faire pour lui. Rappelons juste aussi les chiffres, c'est que la proportion de la population générale qui est atteinte de troubles psychiques modérés ou graves, on est à 18,5%. Voilà, on parle pas d'une minorité de cas, on est sur sur un pourcentage assez grand de la population française. Ok, très bien. Quelles seraient les préconisations, en tout cas quelles seraient les actions à encore plus déployer dans un avenir plus ou moins proche? Alors là on identifie une action qui est intéressante, c'est la mise en place d'un CLSM ou Conseil local de santé mentale qui entend inclure la thématique de la santé mentale et sensibiliser les acteurs de la sécurité à ces spécificités. Donc là, en reprenant un peu ce qui a été fait sur la thématique des violences conjugales, des violences intrafamiliales, et de proposer une plateforme de concertation, de coordination entre les élus, la psychiatrie publique, les usagers, les aidants. Donc ça permettrait aussi de mettre en place une observation de la santé mentale, de favoriser l'accès et la continuité des soins et de continuer à lutter contre la stigmatisation. Et il y a aussi le soutien à la diffusion d'informations auprès des médecins et de la communauté éducative, d'une plateforme de coordination et d'orientation qui permettrait d'améliorer l'accès au diagnostic, à la prise en charge et de fluidifier les parcours de soins aussi. Visibiliser, sensibiliser, questionner et échanger sur cette question de la santé mentale, ça semble là primordial pour les années à venir, enfin les mois même à venir. On passe à la thématique de l'accès au droit, on va dire, de manière un peu globale, et en l'occurrence l'accès au logement. Tu as commencé à en parler un petit peu brièvement, donc est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est donc sur les personnes en situation de handicap dans les QPV concernant l'accès au logement? Alors donc ça c'est le logement, effectivement c'est quelque chose qui est apparu dans les recherches de l'Observatoire. C'est-à-dire que en fait souvent les personnes qui sont en situation de handicap vont avoir des ressources qui sont pas très élevées et donc ça fait qu'il est très difficile d'accéder au logement privé. C'est-à-dire qu'il y a petit 1 le seuil des ressources et petit 2 il y a ce qui est encore pire, c'est que souvent comme c'est des ressources qui ne sont pas saisissables,
une personne qui est titulaire, qui est allocataire titulaire de l'AAH peut subir des discriminations du fait de la nature même du revenu. Du refus des bailleurs, notamment d'accepter l'allocation adulte handicapé comme source de garantie première. Voilà, alors que c'est pas forcément des revenus qui sont entre guillemets précaires non plus. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est une forte difficulté. Et on s'est aperçu que du coup les personnes doivent se tourner vers le logement social. Mais connaissant la situation du logement social à Montpellier, où il y a quand même pas mal de logements, mais il y a énormément de demandes par rapport à ce logement, le volume de logements qui sont adaptés dans le parc social n'est pas encore assez important pour répondre aux besoins. Donc ça, c'est la plupart des associations pointent de longs délais d'attente. Et il y a même des acteurs associatifs dans le champ du logement qui disent que être en situation de handicap, c'est un facteur qui va pousser au mal logement de par ses difficultés. Alors au mal logement et aussi au logement qui n'est pas forcément accessible, parce que tous les logements ne restent pas encore accessibles aux normes, en tout cas surtout sur les vieux logements. Donc comment est-ce que quelles sont les préconisations éventuelles, comment est-ce que on trouve des solutions et des actions en tout cas à mener? Alors là, il y a eu une action qui est assez intéressante, donc il y a une action qui est portée par APF, France Handicap, qui a mis en place une plateforme qui permet par un conventionnement avec les bailleurs sociaux, d'identifier. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui était assez difficile. Parce que non seulement il faut identifier qu'un logement est potentiellement adapté, soit adapté, et il faut que l'adaptation convienne à la personne qui est positionnée sur le logement. Et ce qui était identifié, c'est qu'il y avait des difficultés à faire ça. Ça fonctionnait pas nécessairement. Tous les logements n'étaient pas nécessairement répertoriés. Ceux qui étaient adaptés n'étaient pas forcément adaptés à la personne à qui c'était attribué. Et il y a cette action, donc qui est une action qui est en train de monter en puissance, qui elle essaye à la fois de lister les logements qui sont adaptés, lister les logements qui sont adaptables, et de les mettre en lien avec des personnes. Donc cette plateforme, elle fonctionne de manière partenariale, notamment avec des associations telles que Habiter Enfin. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment parmi les publics qui sont accueillis par cette association, on a vu une baisse de personnes qui ont des problématiques liées à une situation de handicap. Donc ça veut dire que il y a potentiellement un effet de cette plateforme qui ne résout pas tous les problèmes, mais qui permet peut-être d'améliorer la situation des personnes qui accèdent. Et oui, et puis c'est toujours le fossé entre la norme et l'usage, comme tu le précisais, sur des individualités où il y a des besoins spécifiques en fonction de chaque individu et de chaque handicap. Est-ce que tu peux nous lire les témoignages que tu as reçus par rapport à ça? Alors oui, par rapport au logement, donc un éducateur de rue qui nous a dit, je cite, « Certains ascenseurs restent en panne longtemps sur la cité Saint-Martin, c'est très compliqué pour les personnes âgées ou handicapées. Une personne avec des difficultés expliquait prendre plus d'1h30 pour remonter chez elle. Elle appelle le bailleur et ce n'est pas entendu. Il faudrait qu'un organisme appelle rapidement pour mettre la pression, sinon rien n'est fait. C'est surtout l'ascenseur le problème. » Toujours l'ascenseur, le problème. Donc, il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous lire le deuxième aussi témoignage? Oui, alors c'est sur l'aménagement des quartiers. Là aussi, c'est un éducateur de rue qui nous précise que l'aménagement des quartiers n'est vraiment pas adapté pour les personnes handicapées. Dans mon quartier, une personne déficiente visuelle arrive à se repérer jusqu'au bout d'un parc et ensuite, rien n'est indiqué. Un fléchage au sol pourrait aider. Depuis des années, je demande aux personnes du quartier de la ramener à sa porte. Heureusement, les habitants le ramènent systématiquement et sont solidaires. Mais cela impacte son autonomie personnelle. Dans les QPV, les infrastructures sont moins adaptées que dans les belles résidences ou les centres-villes. Et en même temps, il reste une forme de solidarité et de confiance en l'autre qui est nécessaire, même obligatoire pour toute personne en situation de handicap, justement pour accéder à tel ou tel point, à tel lieu. Et c'est assez, je trouve que ça donne une forme d'espoir de se dire que on n'est pas seul en fait dans ce truc-là. Il y a aussi, on vit dans un ensemble avec des gens, ça circule. Il y a toujours une mouvance et quelque chose d'assez impermanent. Et l'idée de pouvoir se dire, ok, en fait, je demande à un moment donné de l'aide à autrui, au voisin, à la voisine, et c'est ok quoi. Et je pense que c'est pas mal aussi de le rappeler.
Ok. Est-ce que donc on passe dernier point, même si on en parle un petit peu, l'accès aux droits de manière un peu générale, et notamment l'accès aux ERP, aux établissements recevant du public. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ce qui a été constaté, c'est que, en réalité, et ça c'est Montpellier, les QPV, comme l'ensemble de la France, on est parti d'une situation où la vie sociale, la ville, n'est pas adaptée à, on va dire, aux situations de handicap de toute une série de personnes. Donc là, il y a l'exemple un peu fameux du métro parisien, où en fait, le métro parisien est quasiment inaccessible pour les personnes qui ont des difficultés de motricité. Et à Montpellier, comme ailleurs, on part de très loin, c'est-à-dire que au niveau des ERP, au niveau de l'espace public, la ville a été construite pas dans cette optique, et quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'assez hallucinant en fait, de se dire que pendant des centaines d'années, on n'a pas pensé à ça. Et maintenant, il y a quand même, il faut le dire, il y a un mouvement il y a la loi de 2005 qui force un peu à cette mise en conformité. Il y a aussi des pouvoirs publics qui se lancent là-dedans. Il y a un mouvement, on va dire, de mise en accessibilité avec pas mal de progrès, mais il y a encore des difficultés qui persistent. Et là encore, c'est pas une discrimination qui est intentionnelle, mais ça va être une restriction de l'accès à l'espace, de l'accès à la ville, et qui demeure significative. Mais peut-être que tu pourras nous en dire plus sur les actions qui sont mises en œuvre. Oui, tout à fait. Toute commune, en fait, de plus de 5000 habitants doit rédiger le rapport de la CCA. Donc, il y a le rapport de la Commission communale pour l'accessibilité. Donc, c'est un rapport qui fait un état des lieux de l'accessibilité sur la commune, et qui donne aussi des actions, des préconisations, des grands enjeux à venir. Et ce rapport, il est en ligne, il est consultable sur le site, en l'occurrence là de la ville de Montpellier, et aussi pour les autres communes. Il est en ligne et dispo à tout public. Et c'est très intéressant de voir un petit peu les schémas de fonctionnement, comment est-ce qu'on se situe et de quoi on parle exactement quand on parle d'accessibilité, parce que finalement c'est très très large. Là on en voit quelques champs, mais on pourrait en parler très longuement. Et là, ce rapport de la CCA, la Commission communale pour l'accessibilité, donc il fait état des lieux sur l'accessibilité de la voirie, des transports en commun, qui sont vraiment les premiers champs aussi d'action de tout déplacement possible et d'accès à tout, à l'emploi, à l'éducation, à la vie sociale, politique. Donc la voirie, les transports en commun, les établissements recevant du public, les ERP, et tout ce qui touche à l'accès aux droits. Donc l'accès au logement, on en a un peu parlé. L'accès aussi à la vie culturelle, sportive, l'accès à l'information, l'accès à la communication. C'est tant des champs aussi qui sont moins palpables, visibles, entre guillemets matériellement, et qui n'ont pas une norme en tant que telle de degré de pente, de choses comme ça, comme la voirie ou les transports en commun. Mais voilà, c'est tant des champs d'action aussi dans lesquels tout citoyen, tout usager a le droit d'avoir accès, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant ce rapport. Je vous conseille vraiment de pouvoir y jeter un coup d'œil. Et donc chaque année, il est remis à jour évidemment en fonction des données collectées au sein des différents services et organismes institutionnels et partenaires associatifs aussi. Et aussi pour information, la ville de Montpellier travaille en partenariat avec une association qui est un regroupement d'associations de personnes en situation de handicap qui s'appelle le CLCPH, Comité de liaison et coordination des personnes handicapées. C'est un comité qui s'est mis en place et donc qui regroupe une cinquantaine d'associations de personnes en situation de handicap. Et à travers ce comité, il y a différents groupes de travail avec un groupe d'experts en accessibilité, donc qui sont des personnes en général en situation de handicap elles-mêmes, très engagées, militantes et parfois aussi actives au sein de ministères ou de différentes sphères institutionnelles. Et donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir un poids comme ça politique et d'expertise aussi par rapport à ces sujets. Et justement d'arriver à trouver aussi un équilibre entre ce qu'on disait, la norme et l'usage,
qui là est encore un gros point. Est-ce que peut-être pour conclure tranquillement, tu peux nous livrer un dernier témoignage concernant notamment la création, remplir un dossier MDPH et tout ce que ça implique. Ouais. Donc c'est une responsable associative qui nous livre que certaines familles sont incapables de comprendre, par exemple, un dossier MDPH. Vous avez vu le dernier dossier MDA, il est censé être plus facile que les anciens formulaires. Or, on doit y passer au moins 1 heure. En tout cas, moi, j'y passe au moins 1 heure, alors que je le connais parfaitement, ce dossier. Je sais ce qu'il faut remplir ou ne pas remplir. Donc imaginez une famille qui n'a jamais ouvert ce genre de dossier. C'est vraiment compliqué. Bon alors, il y a le fait que ce sont des familles qui ont peut-être du mal à comprendre les termes spécifiques, mais j'ai été en contact avec un médecin en gériatrie, il y a 2 ans je crois, qui m'appelait au secours parce qu'elle disait que c'était très compliqué pour elle de remplir ce dossier. Elle ne savait pas quoi mettre, voilà, et pourtant elle est médecin. Ce dossier qui était censé faciliter le remplissage, il ne l'est pas du tout. Et oui, on en est là aussi sur cet accès à l'information. Ouais. Et je rajouterais même que ça ouvre, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas traité dans cette étude, mais hier on était à un atelier du réseau d'inclusion numérique, et il y a aussi une problématique par rapport à la dématérialisation, c'est-à-dire que de nos jours l'accès au droit, à l'ensemble des droits de la vie sociale se fait en ligne, sauf qu'en réalité les sites de très nombreuses administrations ne sont pas pensés par rapport à diverses situations de handicap, que ce soit la situation de handicap sensoriel, donc la déficience visuelle ou auditive, que ce soit des difficultés de compréhension aussi. Et je crois qu'il y a un intervenant qui nous disait hier qu'il y a 1% des sites de l'administration qui étaient complètement en conformité avec les recommandations d'accessibilité. Donc la norme RG2A, etc. Ouais. C'est saisissant ça aussi. Donc ça, Allez, là, recrutons des développeurs numériques à fond. Ouais. Et puis en plus toute cette problématique, elle est aussi presque plus globale que le handicap en tant que tel, parce que là sur l'accès à l'information et aux démarches administratives en ligne, il y a aussi tout ce qui est personnes isolées, personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet, ou j'en passe, habiter dans des lieux où la fibre n'est pas, et donc ça crée encore plus un clivage énorme entre ces différentes populations évidemment. Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses à nous livrer par rapport, en tout cas, à ces recherches concernant l'Observatoire des discris et notamment des discriminations des personnes en situation de handicap dans les QPV? Est-ce que vous voyez d'autres choses à nous livrer? Peut-être je rajouterais que donc là on est en cours d'actualisation de ces recherches, donc on va pas vous en livrer les résultats avant d'avoir analysé les données, mais il va y avoir une actualisation, il va y avoir de nouveaux éléments, il va y avoir de nouveaux chiffres. Donc là, un chiffre qu'on vous a donné quelques-uns. Donc un moi que j'ai trouvé particulièrement frappant, c'est que 55% des personnes hospitalisées d'office le sont en prison, c'est-à-dire qu'elles auraient dû l'être avant, mais elles le sont quand elles sont allées en prison, etc. Et on aura plein de données saillantes, de faits nouveaux, d'actualisation. On parlera aussi de nouvelles choses positives, parce que heureusement les choses évoluent, et ça c'est quelque chose qui sortira prochainement donc il va y avoir une page spécifique de l'Observatoire des discriminations sur le site de la ville de Montpellier. Ça c'est une première chose, et nous organiserons aussi des journées d'études dans lesquelles on livrera encore plus de résultats, et ça sera le rapport 2023 de l'Observatoire. Ok. Voilà. Dans les choses positives, on peut parler aussi des luttes sociales, militantes qui sont très actives et pour certaines victorieuses. Je pense notamment à la déconjugalisation de l'AAH, de l'allocation adulte handicapé, où là, enfin, on y arrive, et à partir du 1er octobre 2023,
il y aura donc la réforme de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Et donc le mode de calcul va changer. On va plus prendre en compte les revenus de la conjointe, en l'occurrence valide, mais pour les bénéficiaires qui donc sont en couple, ça sera seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles qui seront prises en compte. Et ça, c'est quand même une avancée victorieuse. Qu'il est important de saluer, et notamment de saluer le travail de collectifs et des associations engagées, des luttes militantes qui font leur travail jusqu'au bout. Est-ce que toi tu nous parles du journal Handicapé Méchant peut-être? Alors moi avant de parler de ce journal, je rajouterais quelque chose qui est effectivement, quand on parle de lutte contre les discriminations et en règle générale de droit, que ça va être les personnes concernées, non pas la prise en compte de leur voix par les autorités, mais aussi l'organisation, la mobilisation des personnes concernées par les discriminations qui va pouvoir faire une différence. C'est-à-dire que, entre guillemets, ce que en anglais on appelle l'empowerment, c'est à partir du moment où les gens prennent conscience de subir une discrimination, se mobilisent par rapport à cette discrimination. Des fois, faut entendre des choses qui sont désagréables à entendre aussi à la société, en utilisant un langage qui est désagréable. C'est aussi ça qui permet de faire avancer les choses, de visibiliser des discriminations dont on n'avait pas forcément conscience précédemment. Et du coup, ça, ce qui m'amène à une publication qui s'appelait Handicapé Méchant dans les années 70, donc qui apparaît un peu dans le sillage aussi du mouvement autonome des années 70, qui elle va rentrer dans l'art, potentiellement des valides, surtout des institutions, mais aussi du marché, et dénoncer de manière extrêmement véhémente certaines institutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est dans leur programme et ce qui était choquant à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, question de handicap, on en parlait peu. C'était souvent traité uniquement sous la question de la guerre, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, c'était les personnes qui étaient blessées de guerre, mais les civils s'en foutaient un peu. Et eux, ils arrivent avec des revendications extrêmement radicales sur l'adaptation des logements, l'adaptation des ERP, etc. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, vous regardez les politiques publiques sur le handicap, donc qui reste encore, comme on l'a vu, il y a encore pas mal de choses à faire, les discriminations elles persistent, mais une partie des choses qui ont été faites, en réalité, c'est des choses qui figuraient dans le programme à la fin des années 70 des handicapés méchants. C'est-à-dire que ça a été aussi leur action disruptive, leur action choquante, leur action même gênante, qui mettait en cause les pouvoirs publics, qui ont pu poser des problématiques qui n'étaient pas au cœur du débat et amener à du changement social. Donc je pense que c'est très important quand on se pose la question de changer les choses, quand on se pose la question de reconnaître des revendications, c'est aussi par la mobilisation et la prise de conscience des personnes qui vont subir les choses que d'un point de vue sociologique, le changement social est possible. Voilà. Génial, merci beaucoup. Dans cette même dynamique outre-Atlantique, j'ai envie de parler du documentaire Crip Camp, où pareil, on questionne, c'est un collectif engagé de personnes en situation de handicap qui se sont retrouvés pour faire des summer camps, de retrouvailles, colonies de vacances où ils n'étaient pas forcément acceptés dans les colonies de vacances dites valides, où ils se retrouvaient tous ensemble. Et en fait, petit à petit est né tout un mouvement, militant très engagé jusqu'à aller dans les sphères, politiques les plus engagées, engageantes et à taper du poing sur la table. Ça a été aussi, vecteur de tout un mouvement aussi engagé, de la crip culture aussi. Voilà, je vous invite à regarder ce documentaire très très pertinent et à se renseigner un petit peu sur cette question-là de la crip culture, du validisme aussi. On n'a pas parlé de ce terme dans l'émission, mais aujourd'hui en tout cas, mais on en parle souvent dans l'émission de Dear Valid People. Mais voilà, la question du validisme, elle est très présente et c'est pas un gros mot, c'est une discrimination à part entière.
Peut-être juste pour conclure, je tiens juste à rappeler des chiffres aussi de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Donc dans les pays où l'espérance de vie dépasse les 70 ans, donc comme la France, chaque individu passerait en moyenne 7 à 8 ans de sa vie en situation de handicap. Voilà, je pense qu'on peut un peu s'arrêter là-dessus, prendre conscience que la question du handicap et donc des discriminations qui lui sont associées est beaucoup plus vaste et large que ce qu'on entend et ce qu'on perçoit de l'handicapé, la personne handicapée visible dont il est question. C'est quelque chose de très large et global et il faut arriver à saisir pour aussi être dans du bien vivre ensemble, tout simplement. Mathis, Justine, Maggie, merci infiniment pour votre présence et votre participation. Bonne continuation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne continuation sur ces sujets engageants qui méritent encore qu'on s'y attarde un petit peu. Merci beaucoup pour cette invitation et ces questions extrêmement pertinentes. Bonne journée. Au revoir. À toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Dear people. Dear people.